La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Une résidence pour personnes âgées qui fournit un véhicule électrique à ses bénéficiaires. Tesla a vendu 80 000 véhicules électriques dans le dernier trimestre. En Norvège, on est rendu à 60 % des véhicules vendus qui sont électriques. Il y aura 5 nouvelles BRCC à Laval. CAA Québec lance un projet pilote de recharge de dépannage. Un Jeep Renegade hybride rechargeable s'en vient pour les prochaines années. Une nouvelle BRCC est installée à Saint-Jean-Port-Joli. Quel est l'impact de la dernière élection provinciale de la CAQ sur l'électrification des transports? Tout ça et bien plus encore dans ce 42e épisode du balado Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast qui est dédié 100% aux voitures électriques. Alors peu importe que vous soyez quelqu'un qui s'intéresse aux voitures électriques et qui envisage de peut-être en acheter une dans les prochains mois, prochaines années, ou que vous soyez déjà un électromobiliste heureux et convaincu, soyez les bienvenus à l'écoute de ce podcast. C'est pour vous et pas mal juste pour vous qu'on fait ça. J'espère que vous avez eu un bon 2 semaines et évidemment, si on regarde un peu avec rétrospective ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines, sans contredit l'élément phare et l'élection d'un nouveau gouvernement au provincial. Donc, qui dit nouveau gouvernement dit nouvelle personne à la tête de certains ministères, dont le ministère des Transports, le ministère de l'Environnement. C'est pour nous, à l'association, des nouveaux intervenants avec qui on devra entrer en contact rapidement et faire valoir là, les positions de l'association et évidemment celle des électromobilistes québécois, s'assurer là, que la transition vers laquelle le Québec, dans laquelle le Québec s'est lancé, et pas juste le Québec d'ailleurs, se continue donc se sortir des énergies fossiles et s'en aller tranquillement pas vite vers un Québec électrifié. Parce que l'électrification des transports, on le dit, mais il faut le répéter, c'est quelque chose de logique partout, mais encore plus chez nous, parce qu'on produit en grande quantité de l'énergie électrique, de l'énergie propre. On a même des surplus. Alors, pourquoi payer une source d'énergie qui provient d'ailleurs, une source d'énergie qui est souvent, en plus, pas très, très propre, quand on a notre énergie qui est propre, qui est disponible à peu de frais et qu'on peut utiliser au quotidien? C'est un peu notre mission de vous faire connaître là, ce qui est possible et de vous démontrer que dans la très grande majorité des cas, il y a une de ces voitures-là qui est pour vous. Donc, on va traiter plusieurs sujets aujourd'hui, mais évidemment, comme j'ai dit d'entrée de jeu, notre thème principal, ça sera de parler un peu de ces élections-là et puis de ce que ça représente pour l'association et les changements à venir. Est-ce qu'il y a des changements à prévoir dans les réglementations, dans la sensibilité qu'a le gouvernement en l'électromobilité et l'électrification des transports en général? On va parler de tout cela plus tard avec le président de l'association, M. Simon-Pierre Rioux, qui va nous parler un peu là, de la position de l'AVEQ et du plan de match là, face à cette nouvelle élection. On va également avoir, comme à l'habitude, là, nos actualités dans le monde de l'électromobilité, les événements à venir dans les prochaines semaines. Pour ce qui est des événements à venir, je vous le dis à tout hasard parce que je me fais poser la question régulièrement s'il y a des conférences qui s'en viennent. Il y en a plusieurs conférences, je vous dirais, dans le prochain 6 à 8 mois, là. Beaucoup de conférences aux 4 coins du Québec. J'en donne plusieurs là-dedans. Donc, regardez sur notre site web à www.aveq.ca. Vous avez un bouton là, pour voir le calendrier de nos activités, puis vous allez voir les conférences à venir aux 4 coins du Québec. Il y en a plusieurs qui vont se faire là, par mois, par Simon-Pierre Rioux également. Donc, choisir une ville là, qui n'est pas trop loin, puis profitez-en pour venir nous entendre en conférence. Posez vos questions, discutez avec nous. Ça nous fait grandement plaisir de vous rencontrer lors de ces occasions. Lâchez pas non plus de m'écrire, de m'envoyer des courriels à martin@aveq.ca, me dire ce que vous pensez du podcast, me faire des suggestions. J'en ai régulièrement.
Donc, je salue au passage M. Denis Couture qui nous a écrit dernièrement. Merci de nous avoir salués sur le balado. Et puis, merci également à tous ceux là, qui prennent le temps d'aller principalement sur iTunes et puis qui nous donnent, qui nous cotent. Là, c'est des petites étoiles, 5 étoiles. Ça nous aide à remonter dans le classement. Un petit commentaire. Vous pouvez nous écouter également, pas juste sur iTunes. Vous pouvez nous écouter sur Google Play. Vous pouvez nous écouter sur Balado Québec, RZO Québec, donc toutes les grandes plateformes de balado-diffusion, Podbean. Et depuis tout dernièrement, on est également disponible sur Spotify. Donc, ceux qui veulent nous écouter sur Spotify, on est là. Évidemment, sur Apple Music, on l'a toujours été en étant sur iTunes. On est disponible aussi sur Apple Music. Donc, il n'y a pas de raison, on est disponible sur toutes les grandes plateformes de diffusion, de balado-diffusion là, du Québec. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet et commençons tout de suite après une courte pause avec les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums. Les aînés à la résidence L'Oiseau Bleu de Saint-Georges ont maintenant à leur disposition un véhicule 100% électrique pour effectuer leurs déplacements dans la municipalité. C'est un service d'autopartage qui est totalement gratuit. C'est une première dans la région et on peut accueillir jusqu'à 5 personnes par voyage dans cette voiture. Donc, la Chevrolet Bolt 2018 possède une autonomie, vous le savez, mes amis, qui avoisine les 400 km là, selon les conditions météorologiques. Et la nouvelle voiture a suscité la curiosité de plusieurs résidents. 2 bornes de recharge ont été installées sur le stationnement de la résidence et l'achat du véhicule et de la borne ont représenté un investissement d'environ 75 000 $. Donc, félicitations aux propriétaires et aux gens là, qui décident de l'orientation de cette résidence L'Oiseau Bleu de Saint-Georges en espérant que cela puisse donner des idées à d'autres résidences. Le très connu Guillaume André a réalisé un défi technique de taille, soit celui d'électrifier un Roadster Honda S2000. Ça fait un bout de temps qu'on voulait faire la conversion à l'électricité de ce véhicule, a confié Guillaume André, membre de la famille électrique Simon André, une entreprise familiale qui spécialise dans la vente de véhicules électriques d'occasion à Trois-Rivières. L'entreprise vise un public restreint et ne prévoit pas un marché grand public. De plus, initialement, l'entreprise vise en priorité le marché américain. Comme les coûts sont rattachés à ces conversions vers l'électricité sont très élevés, l'entreprise prévoit en faire une production très spécialisée. Il est très onéreux de convertir un véhicule en respectant les règles du Québec. Il est donc préférable de viser une clientèle qui provient d'États américains où les règles sont un peu plus souples. Quant au type de véhicule visé, ce sont des voitures de performance, des véhicules hors route et des bolides de course qui sont visés. Les constructeurs automobiles compétitionnent pour créer le véhicule électrique qui se rechargerait aussi rapidement qu'un plein d'essence. Lors de la venue des véhicules électriques en 2010-2011, un véhicule électrique courte autonomie pouvait effectuer une recharge de batterie grâce à une borne rapide d'une capacité de 80 % en une trentaine de minutes ou environ. En 2012, les superchargeurs de Tesla pouvaient recharger leur véhicule à grande autonomie en 30 minutes, encore une fois, pour une capacité de 80 %. De nos jours, les réseaux comme EVgo, Electrify America développent des réseaux de bornes de recharge encore plus rapides de 150 et 350 kW qui dépassent le potentiel des bornes Tesla. Même s'il n'existe pas encore sur la route des voitures capables de profiter de cette capacité énergétique, Volkswagen annonce que la nouvelle batterie qu'elle prévoit mettre sur le marché en 2025 sera en mesure de recharger son niveau Taycan en offrant une autonomie de 480 km sur une borne de recharge de 400 kW en moins de 10 minutes, à peu près le temps d'un plein d'essence. La cadence s'accentue et selon les observateurs,
Tesla a un niveau de production sans précédent pour un manufacturier, ce qui va encore compliquer la livraison des nouveaux véhicules. Tesla a fait des efforts remarquables au cours des dernières années pour atteindre une profitabilité et parmi les 80 000 véhicules produits durant cette période, donc dans le dernier trimestre, Tesla a construit 53 000 Model 3, ce qui représente une augmentation de 187 % comparé au dernier trimestre. Globalement, Tesla a produit autant de véhicules ce trimestre que durant les 2 trimestres précédents. On attend la confirmation officielle de Tesla. La Norvège continue d'être chef de file et en septembre, un nouveau record vient d'être atteint avec 60 % de ventes de véhicules électriques. Le mois dernier, il s'est vendu 10 620 nouveaux véhicules de promenade. Environ 45 % de ces véhicules étaient électriques. Et on ajoute les véhicules hybrides rechargeables, le pourcentage monte à 60 %. Les émissions moyennes de CO2 ont été enregistrées à un plancher record de 55 grammes par kilomètre, c'est-à-dire 19 grammes par kilomètre de moins que l'an dernier à pareille date. Parmi les 10 620 nouveaux véhicules électriques, Tesla en a livré 2000. La Norvège atteint donc un record historique avec une offre toujours limitée. 2019 devra être une année phénoménale en Norvège avec l'arrivée du Model 3. L'objectif de la Norvège est d'atteindre 100 % de véhicules électriques d'ici 2025. Pas une, pas deux, pas trois, mais bien 5 nouvelles bornes de recharge rapide installées à Laval. La Ville de Laval installera dès cet automne 5 nouvelles bornes rapides niveau 3 sur son territoire. Ces nouvelles BRCC feront partie du réseau circuit électrique. Le contrat a été octroyé lors de la réunion du conseil municipal du 2 octobre dernier et la Ville y investit près de 270 000 $. Les nouvelles BRCC seront situées à l'Aréna Yvon Charland, donc sur le boulevard Concorde-Est, au complexe sportif Guimont, au 4355 autoroute 440, à l'Aréna Heartland Mohahan, au 6200 boulevard Arthur Sauvé, ainsi qu'à la caserne numéro 8 au 555 boulevard Curé-Labelle. CAA Québec annonçait dernièrement qu'elle désire offrir un système de recharge mobile à ses membres qui ont opté pour le véhicule électrique. Le programme appelé Recharger ici est un service en projet pilote qui permettra à CAA Québec d'utiliser 3 Hyundai Ioniq électriques modifiés pour la recharge de véhicules de ses membres, donc à court de courant. Donc, si vous êtes en panne, vous pourrez être membre de CAA, bien entendu. Vous pourrez appeler CAA qui viendra vous donner une petite poussée d'énergie nécessaire pour être capable de vous rendre jusqu'à la borne de recharge la plus près ou à la maison. Par contre, notons que les Hyundai Ioniq 2018 vont être utilisés et que la Ioniq donatrice va transférer une énergie suffisante pour redonner jusqu'à 40-50 km d'autonomie, pas plus, et ça va prendre à peu près une vingtaine de minutes. Comme le véhicule utilise la charge de sa propre batterie pour le dépannage, son rayon d'action va être un peu limité. Et pour l'instant, le projet pilote va être dans la région de Montréal et de Québec et n'utilisera que la technologie combo. Donc, ça utilise le port de recharge rapide, mais pas le standard CHAdeMO, uniquement combo. Donc, ça va être bon pour les BMW i3, les Bolt, les Ford Focus électriques, les Ioniq. Donc, évidemment, les Nissan Leaf, les Kia Soul-EV, les Mitsubishi i-MiEV et Tesla qui n'ont pas là, de port combo ne pourront pas utiliser le service pour la durée du projet pilote. La compagnie Fiat Chrysler a annoncé qu'elle se prépare à produire un Jeep Renegade hybride rechargeable pour un lancement qui serait prévu aux alentours de 2020. Donc, en effet, la compagnie a annoncé que le Jeep Renegade hybride rechargeable sera construit dans son usine de Melfi en Italie. On devra reconfigurer l'usine, entraîner le personnel pour opérer la nouvelle technologie et on est à développer un nouveau moteur qui demandera un investissement de plus de 270 millions de dollars canadiens. Selon le manufacturier, c'est le premier pas vers le changement de 8 véhicules hybrides rechargeables d'ici 2022. De plus, Fiat Chrysler prévoit investir 10 milliards de dollars américains pour supporter son effort d'électrification durant les 5 prochaines années afin de rencontrer les standards américains d'émissions et de faire disparaître le moteur à diesel. Selon l'agence Reuters, la compagnie planifie développer 12 différents systèmes de propulsion électrique d'ici 2022 destinés à 30 modèles différents.
suite à un article du site web Autofocus qui disait que le programme roulé électrique avait un approvisionnement en argent qui arrivait à la fin et que l'incitatif de 8 000 $ pour les véhicules électriques serait probablement enlevé d'ici la fin de l'année. L'AVEC a directement contacté la source de l'information pour savoir ce qu'il en était et savoir si effectivement le programme arrivait à sa fin faute de financement. L'AVEC s'est donc entretenu avec Annie Guertin, qui est directrice chez Transition énergétique Québec et l'organisme qui est responsable des programmes d'incitatifs pour les véhicules électriques, afin de bien comprendre ce qui se passe. Donc, à la réponse « Est-ce que le programme sera annulé? » La réponse est non. Mme Guertin a mentionné que l'objectif de 100 000 véhicules électriques sur les routes est toujours là et comme n'importe quel programme d'incitatif dont la popularité a été mal anticipée, il arrive que les fonds nécessaires qui avaient été mis dans les coffres au début disparaissent plus rapidement que prévu et que dans ce cas-ci, le processus administratif normal s'entame afin qu'un nouveau transfert d'argent vienne regarnir les coffres du programme. Donc, il n'y a pas lieu de sonner l'alarme et de se mobiliser. Il devrait y avoir encore de l'argent pour atteindre l'objectif du 100 000 véhicules sur les routes grâce à ce programme d'incitatif qui, je vous le rappelle, est de 8 000 $ pour une voiture 100% électrique. Il y a quelques semaines, on vous avait parlé de la STM qui allait acheter des autobus électriques. On apprend que la société de transport veut faire l'acquisition de ces autobus électriques d'ici 2023 en raison des progrès technologiques et des résultats positifs des projets en cours. Dans une entrevue à la presse, un représentant du STM a confirmé que l'entreprise allait tester diverses technologies pour déterminer laquelle seraient les options et qui répondraient le mieux aux divers besoins de l'entreprise. On songe à inclure des véhicules à charge lente ou charge rapide pour répondre à des besoins spécifiques différents. On vise maintenant 2023 plutôt que 2025, suivant de près la Société de transport de Laval qui a elle-même déjà exprimé son engagement vers l'électrification de ses transports. Finalement, une nouvelle qui va en réjouir plusieurs parce qu'on sait que lorsqu'on circule entre, par exemple, Québec et la Gaspésie via la rive sud du fleuve Saint-Laurent, on sait qu'il y avait un trou de couverture de bornes de recharge rapide entre Montmagny et la Pocatière. Maintenant, on vient d'apprendre que le réseau Flow a installé une borne qui a été mise en service là, à Saint-Jean-Port-Joli, donc qui était le trou là, entre, par exemple, celle qui était installée à Montmagny et l'autre qui était à la Pocatière. Donc, plusieurs électromobilistes seront heureux de savoir que leur périple vers la Gaspésie ne sera que plus facile. La mission de l'AVEC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. Au moment de publier cette édition du podcast, on vient tout juste, là, il y a à peu près 2 semaines, de sortir d'un blitz d'événements entourant les élections. Et puis, ça s'est culminé, comme tout le monde le sait, avec l'élection du gouvernement caquiste de M. Legault. Beaucoup d'encre ont coulé, beaucoup de commentaires ont été émis. Certains ont peur, d'autres ont gagné leurs élections. Quoi qu'il en soit, étant donné qu'on avait sondé les différents partis sur leur position,
on est en droit de se poser certaines questions face à l'élection de ce gouvernement. Quels sont les tenants et aboutissants qui vont nous arriver en électromobilité suite à ça? Bien, pour en parler, j'ai avec moi le président de l'AVEQ, M. Simon-Pierre Rioux. Simon-Pierre, bonsoir. Bonsoir, Martin. Écoute, on ne sera pas de cachette, on va pouvoir se tutoyer, on se connaît bien. Donc, on va faire... Et je voulais aussi quand même te dire félicitations pour votre beau programme, M. Archambault. Merci beaucoup. Notre beau programme. On a quand même beaucoup de popularité au niveau de ce podcast-là. C'est beaucoup de recherche, de préparation. Fait que vraiment, je dois te féliciter. Je pense que les lecteurs, les auditeurs aussi t'envoient des petits messages de temps en temps pour dire à quel point ils les apprécient. Puis je suis un de ces auditeurs, donc je te le dis, j'apprécie énormément le podcast. Merci beaucoup, tu es super fait. Oui, effectivement, ça commence à prendre la popularité. Le podcast dans le sens large, donc le médium, devient de plus en plus populaire. Par le fait même, le nôtre aussi. Puis il n'est pas rare maintenant quand je fais des conférences qu'il y a des gens qui viennent m'en parler, donc je suis bien content. Oui, puis c'est le sujet de l'heure aussi, l'électromobilité, donc autant parler et l'avoir sur le podcast en plus. Ben oui, on fait d'une pierre deux coups. Écoute, Simon-Pierre, donc les élections viennent d'avoir lieu. La Coalition Avenir Québec a pris le pouvoir. On ne peut pas dire que c'était des 4 grands partis, les 4 partis les plus populaires, le parti qui avait mis le plus à l'avant l'environnement ou encore les mesures pour... décarboniser un peu notre environnement. Donc, ça soulève certaines inquiétudes. J'aimerais entendre un peu la position de l'Association des véhicules électriques du Québec à ce sujet-là. Donc, comment est reçue cette élection, ce résultat d'élection et l'arrivée au pouvoir de M. Legault? Mais écoute, c'est certain que nous, on voulait avoir l'information le plus à jour sur les programmes des différents partis politiques, essayer de comprendre un petit peu où est-ce qu'ils voulaient s'en aller avec tout ça. Il y avait des belles promesses, puis il y avait aussi un manque de promesses, il y avait un manque de vision. C'était un petit peu plate. J'espérais vraiment qu'on puisse avoir quelque chose qui pousse, qu'on ait des incitatifs vraiment intéressants, comme il y a des jeux en Ontario, qu'on parle vraiment d'un renouveau pour la loi zéro émission, pour qu'on ait... Qui a un peu plus d'impact sur cette norme-là, qui n'a pas vraiment montré ses griffes jusqu'à date. Puis, j'essaie de vérifier avec les différents partis. On a reçu les réponses ont été reçues assez lentement. C'est une semaine ou quelques jours avant la date butoir que les partis politiques, après une relance par rapport à ce questionnaire-là, qui nous ont envoyé leurs réponses. Puis la CAQ continue à tarder. Puis j'ai contacté certains des députés du parti pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'ils avaient des nouvelles pour nous. Et aussi, une autre affaire qui se passait, c'est que M. Legault avait déjà fait une déclaration aux journalistes qui nous a laissé un peu pantois. Le fait qu'il mentionnait qu'il n'était pas trop sûr si l'électromobilité, c'était une bonne solution, qu'il y avait certains professionnels ou certains chercheurs qui mentionnaient qu'on pouvait peut-être dépenser l'argent d'une autre façon. Donc, on voulait qu'il puisse quand même nous rassurer à ce niveau-là. Les députés n'avaient aucune réponse à nous donner. Puis M. Legault, je pense qu'il est un petit peu trop occupé avec toutes les élections complètes. Donc, on n'a pas vraiment eu de réponse à ces questions-là. C'est ce doute-là qui a été semé qui reste encore. On n'a pas de réponse à ce niveau-là. Ouais. Donc, quand tu dis on n'a pas de réponse, c'est-à-dire qu'ils ont répondu, il y avait des questions qui avaient été envoyées, des questions très précises envoyées aux 4 grands partis. On a reçu les réponses à ces questions-là. Dans le cas de la CAQ, est-ce qu'on a eu les réponses aux questions? Non, pas vraiment. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait une lettre où ils ne répondaient pas vraiment directement aux questions. Ils ont peut-être répondu à la moitié des questions dans leurs différents paragraphes de la lettre. Puis, ça exprimait le fait que le parti est pour l'électrification des transports, a l'intention de continuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre produits par les transports, que ce soit les transports des particuliers ou transports de marchandises, qui veulent continuer avec l'électrification avec le REM, le train électrique qui va passer à travers la région de Montréal. Mais par ça, ils n'ont pas rebuté
ce que M. Legault avait mentionné. Donc, est-ce que c'est parce qu'il avait parlé trop vite, parce que ça ne fait pas vraiment partie des lignes de parti? Je pense que c'est seulement lorsqu'on va pouvoir discuter avec eux face à face qu'on va avoir cette information-là. On avait déjà rencontré la CAQ avant les élections pour avoir quand même une idée à quoi s'attendre. Puis, les gens qu'on a rencontrés, le député qui était responsable des transports, lui avait seulement donné l'impression que tout était positif, qu'ils étaient pour l'électromobilité, qu'ils avaient voté pour la norme zéro émission, qu'ils avaient voté pour l'ajout de bornes pour la loi 184, puis qu'ils étaient aussi pour l'hydrogénation des transports, donc l'utilisation de l'hydrogène avec les piles à combustible pour électrifier les transports lourds. OK. Donc, c'est un peu ce qui est embêtant, si je comprends bien, c'est qu'ils ont voté, si on regarde les deux grandes lois qui ont été votées dernièrement, donc celle pour la loi zéro émission. Derrière, oui, on avait été là. Puis il avait appuyé, donc, si on recule avant la déclaration de M. Legault, sur le terrain, pendant qu'ils étaient plutôt dans l'opposition, ils avaient appuyé les mesures, donc la loi zéro émission, la loi pour avoir le financement là, du réseau de bornes de recharge rapide. Donc, on pouvait se permettre de croire qu'ils étaient pour l'électromobilité. Oh, Par oui, contre, c'est la déclaration de M. Legault qui a été un peu qui est contradictoire. Ah oui, absolument. Tu sais, on se posait la question, on se disait, ben, si on était voté pour une loi zéro émission ou pour installer des bornes de recharge rapide, presque près de 1700 dans les prochaines années, bien, ils ne peuvent pas tout d'un coup commencer à enlever les incitatifs pour les véhicules électriques. Ça serait un non-sens. Tu votes pour augmenter, mais là, tu enlèves l'incitatif en sachant très bien que cette mesure-là ferait que les gens seraient de moins en moins intéressés par les véhicules électriques. Écoute, les ventes en Ontario depuis que les incitatifs ont été enlevés, se sont complètement freinés. Puis on avait vu aussi en Colombie-Britannique, il y a quelques années, ils avaient enlevé le 5 000 d'incitatifs à l'acquisition ou à l'achat du véhicule électrique. Les ventes s'étaient arrêtées. Ils ont remis de l'avant cet incitatif-là, puis les ventes ont redécollé à nouveau. Donc, on sait ce qui arrive. On ne veut pas que ça arrive au Québec. Puis l'Association de véhicules électriques a l'intention de s'assurer que le parti, puis la ligne de parti concernant l'électrification des transports va être suivie. Puis on va peut-être même les challenger à essayer d'améliorer un peu les choses. Oui, parce que tu vois-tu, c'est un point qui est intéressant, c'est-à-dire que autant inquiets puissions-nous être de l'élection de ce nouveau gouvernement caquiste, en même temps, les libéraux qui étaient au pouvoir juste avant, ont essentiellement maintenu puis poursuivi l'air d'aller de certaines initiatives qui originaient, dans le fond, du court passage des péquistes au pouvoir. Par contre, il y a certains éléments sur lesquels nous, à l'association, je sais très bien qu'on a fait moult tentatives, entre autres, tout le dossier de l'affichage par le ministère des Transports des bornes, donc d'afficher un peu plus clairement sur les autoroutes par des panneaux routiers, un peu comme on le fait avec les stations-service, là où sont les bornes de recharge pour faciliter un peu, rassurer les consommateurs qui, en voyant ces affichages-là, se diraient, bien, il y en a à plusieurs endroits des bornes, c'est rendu sécuritaire, je vais m'acheter une voiture. On les a talonnés beaucoup là-dessus, puis il y a eu très peu de résultats, très peu de retombées concrètes. J'imagine que ces dossiers-là, avec la CAQ, on va vouloir remettre ça de l'avant puis continuer à travailler le dossier dans l'espoir que ça aille un peu plus vite sous un gouvernement caquiste que ça l'a été chez les libéraux. Oui, absolument. Écoute, c'est un des dossiers que je trouve qui est super intelligent, de mettre de l'affichage comme ça sur les autoroutes, de s'assurer que ça fait de la publicité. Publicité autant pour les gens qui roulent à l'essence, qui vont être rassurés en voyant les bornes de recharge rapide, savoir que sur leur route, si jamais ils décident d'acquérir un véhicule électrique, ben, ils vont pouvoir utiliser ces bornes-là pour se rendre à destination. Au moins, ça va les rassurer, parce qu'on s'entend aussi que d'une génération à l'autre de véhicules électriques, il y a de plus en plus d'autonomie. Donc, il va y avoir de moins en moins de besoins importants de se recharger pendant les longs trajets. Tout dépendant des trajets. Là. La plupart des gens vont faire peut-être un 300-400 km gros maximum dans leur journée. Puis des véhicules deuxième, troisième génération, on approche beaucoup de cette autonomie-là et de ce kilométrage-là aussi.
Oui, effectivement. Puis, en fait, comme on dit souvent, on va arrêter moins souvent, beaucoup moins souvent, mais quand on arrête plus longtemps. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, puis je le souligne, parce que quand on dit ça, parfois, les gens interprètent ça comme quoi on dit que c'est pas important qu'il y ait des bornes de recharge rapide ou qu'il y ait plus de bornes, puisqu'on en aura moins besoin. C'est pas tout à fait ça qu'on dit. On va être beaucoup plus de gens avec des voitures électriques à en avoir de besoin, donc ça en prend plus. Et quand on arrête longtemps. Donc, quand tu arrives à une borne, puis qu'il y a quelqu'un qui est là pour 1 heure et demie pour se charger, par exemple, ben tu es content qu'il y en ait 2, puis 3, puis 4 à la même place. Donc, ça en prend plusieurs et plusieurs au même endroit, justement pour éviter ce genre de pépin-là. Donc, c'est le genre de dossier. Et ça, c'est un des dossiers, dans le fond, qui est attaqué de plein fouet par la mise en place là, de la nouvelle structure de financement pour le circuit électrique qui lui permet d'isoler les revenus d'électricité qui proviennent de la recharge domestique, de prendre ce montant d'argent-là. Mettons qu'on extrapole puis on se rend dans le temps au moment où on sera 100 000 voitures sur les routes à consommer ensemble quelque chose comme 350 $ d'électricité supplémentaire par année pour notre voiture, bien, ça veut dire 35 millions de dollars de revenus supplémentaires pour Hydro-Québec qui peuvent être extraits des budgets puis qui peuvent servir à alimenter l'achat de nouvelles bornes, l'installation de nouvelles bornes de recharge rapide et la duplication sur les sites de bornes rapides. Donc ça, c'est un dossier qui est important. On ne s'attend pas. Je pense qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont très importants. Puis regarde, juste en petite note comme ça, j'en ai parlé dernièrement avec des gens du circuit électrique qui mentionnaient que oui, pour le dossier de l'affichage sur autoroute, ils étaient bien conscients que c'était super important. C'est le ministère des Transports qui doit reprendre le tout et peut-être même Transition énergétique Québec. Donc, on essaie de voir un petit peu, tout le monde se renvoie la balle parce qu'ils ne veulent pas trop dépenser, ils veulent que ça soit quand même quelque chose qui va être bien fait. Fait que oui, on veut retourner vers la CAQ puis essayer de peut-être pousser un peu plus ce dossier-là pour que quelqu'un prenne une décision à un moment donné puis que ça avance. Donc, tu sais, pour nous, l'affichage, ça va être important. Les incitatifs, peut-être une deuxième catégorie d'incitatifs pour des véhicules à plus longue autonomie. Donc, des batteries qui vont avoir peut-être 40 ou 60 kWh et plus. On veut s'assurer qu'il va toujours y avoir un peu plus de mordant au niveau de la norme zéro émission. On aimerait s'assurer que les infrastructures continuent à évoluer, peut-être donner un petit coup de pouce dès le départ. La loi 184 est très bien, mais on a vu que c'était pas tout le monde qui était d'accord avec la façon que ça a été déployé. Donc, si on est capable de mettre un petit peu plus d'argent là-dedans pour accélérer le processus, je pense que ça aiderait tout le monde. Puis finalement, s'assurer qu'on continue d'avoir de la sensibilisation auprès du public. L'AVEQ fait bien son travail. Il y a différents regroupements aussi qui font leur travail. Puis, il y a eu un 4 millions qui a été offert dernièrement par le Transition énergétique Québec qui soit bien géré par Équiterre. Puis là, on est en train on a un beau programme qui s'en vient pour 2019-2020 pour éduquer la population, pour avoir plus d'événements, pour avoir un plus grand rayonnement par rapport à ces événements-là. Donc, tu sais, je trouve en gros, là, on s'en va dans la bonne direction. C'est positif. J'espère que M. Legault, à un moment donné, va soit oublier ce qu'il avait mentionné ou bien qu'il va le clarifier, puis qu'on va pouvoir continuer à aller de l'avant, puis continuer à s'assurer que l'électrification des transports au Québec se passe de manière efficace et rapide. Oui. Écoute, Simon-Pierre, pour les gens qui sont un peu moins au courant de comment ça se passe dans les officines de l'AVEQ, là, le gouvernement en place a été élu. Maintenant, il y a un conseil des ministres qui devra être annoncé. Donc, on sache qui est ministre de quoi, qui sera le nouveau ministre des Transports, le nouveau ministre de l'Environnement. On peut aussi se poser la question, à quel endroit l'électrification des transports sera-t-elle connectée dans la structure organisationnelle de la CAQ? Parce que ça pourrait être à différents endroits et il n'y a pas d'obligation que ce soit, par exemple, à l'environnement ou ça pourrait être en différents endroits, finalement. Donc, c'est bien possible qu'ils se disent tout d'un coup, écoute, ministère des Transports, puis de l'électrification des transports, c'est un peu trop lourd, il y a déjà trop qui se passe là. On va laisser ça à la Transition énergétique Québec, l'électrification, on va aller plus vers l'environnement. Donc, ça se peut que ça change encore, comme ça avait changé avec les libéraux et comme ça avait déjà changé aussi avec les péquistes. Donc, n'importe quoi peut arriver. Tout comme, tu sais, j'en pense un petit peu à ça, les objectifs
À un moment donné, on s'était dit 2020, les objectifs, c'était quoi? 250 000 véhicules électriques au Québec. Après ça a été revu. Là, c'était, le chiffre des libéraux, c'était 100 000. Là, on espère en arriver là. Peut-être que les caquistes vont dire c'est 75 000. Peut-être qu'ils vont dire c'est 200 000. Je ne penserais pas, là, mais ils vont peut-être reviser à la baisse le nombre de véhicules pour être capable de dire, voyez-vous, on a réussi à atteindre notre objectif. Oui, tout est possible. À partir du moment, donc, Simon-Pierre, on va connaître qui est où, puis que les gens vont être arrivés, comme on dit, on les laisse arriver, s'installer, puis prendre leur aise. Et ça peut prendre plusieurs mois, parce que une fois que les gens sont nommés après ça, là, ils doivent être mis au courant des dossiers, comprendre les différents dossiers. Puis après ça, ben là, il y a énormément de groupes de pression, de lobbyistes qui vont vouloir rencontrer ces ministres-là pour pouvoir discuter avec, dont l'AVEC. Écoute, donc nous, on va être sûrement dans la priorité numéro 1, dans le top des gens qui vont rencontrer ces ministres-là. On fait des blagues ici, là, je pense. On est un petit groupe, mais on a quand même... on est bien perçu. On est toujours bien reçu par les différents ministères, puis les hauts fonctionnaires aussi nous connaissent bien. Donc, je pense qu'on va peut-être avoir un petit passe-droit pour être vu un peu plus rapidement. Bien, on l'espère, puis d'être capable de créer des bons liens, parce que de toute façon, qu'on soit heureux ou pas heureux, chacun ses convictions, en demeure pas moins qu'on a pour 4 ans à avoir à jaser avec ces gens-là. Donc, on doit établir une relation, une bonne relation, puis faire avancer des dossiers, défendre des dossiers qui sont déjà en cours. Je pense qu'on l'a dit à quelques reprises, il y a certains dossiers qui sont très avancés. On n'a pas trop de doute qu'on va être capable d'amener à terme. On a d'autres dossiers qu'on voulait faire accélérer. Hein. On n'est pas trop dans le statu quo, dans le sens où ce qui fonctionne bien, mais on ne se limite pas à ça. Donc, on pense qu'il y a des choses qui doivent aussi être ajoutées aux différents programmes. Donc, on va continuer à le pousser, mais il y a un travail de fond qu'on devra faire, mais il faut quand même, comme tu l'as bien dit, Simon-Pierre, laisser le temps aux gens d'être nommés, de prendre connaissance des dossiers. Vous l'avez vu aux élections, là, si vous avez regardé la soirée électorale, là, il y a plusieurs têtes qui sont là. Ce n'est pas des gens qu'on connaît beaucoup. Il y a certains grands noms, là, certains noms un peu plus connus, mais il y a quand même beaucoup de nouvelles personnes qui ont été élues. Donc, on ne sait pas encore qui va être où. Puis, ces gens-là ne connaissent pas nécessairement tous les dossiers qui sont en cours. Donc, il faut leur laisser le temps de se plonger là-dedans, mais le plus rapidement possible, ils seront au courant des dossiers qui nous font vibrer et de l'aide qu'on peut leur apporter, parce que souvent, c'est comme ça qu'on intervient auprès d'eux, des aider à faire avancer des dossiers de par notre connaissance des gens qui conduisent des voitures. Je pense qu'on est une interface de rêve et de choix pour eux, parce qu'ils parlent avec nous, puis ils parlent en même temps avec une très forte majorité de population des conducteurs de voitures électriques au Québec, là. Puis, tu sais, en plus, on regarde un petit peu les débats qu'il y a eu, débat des chefs, mais aussi débat sur l'électrification. Il y a eu certains députés qui ont discuté de l'électrification des transports. Ça avait été organisé par l'Anglois Avocat. Puis, ce que ça a démontré, ce débat-là, c'est que les gens étaient plus ou moins au courant. Certains porte-parole des partis étaient plus ou moins à l'aise avec le sujet de l'électrification des transports, alors que le porte-parole au niveau du Parti québécois, Parti libéral, était très à l'aise. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Notre objectif aussi, c'est essayer d'éduquer le plus de députés, essayer de démystifier un peu l'électrification des transports, parce qu'on a entendu des belles pendant la période électorale, alors que certains députés ont mentionné que les bons vieux mythes qu'on connaît, là, que c'était mauvais pour l'environnement, la fabrication des batteries, puis que ça ne durait pas assez longtemps, puis que peut-être qu'on serait mieux d'investir ailleurs. On a entendu des vertes pas mûres. Hein. Fait que je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure, puis vraiment leur expliquer selon des références établies, selon les recherches qui ont été faites par des regroupements qui sont réputés. Ce qui a été démontré, là, c'est que c'est pas polluant, qu'il y a un surcoût énergétique à la production de ces batteries-là, mais si on parle de peut-être 6 mois d'utilisation de véhicules à essence au niveau de la pollution. C'est pas tant que ça. Puis pour les gens qui roulent quand même beaucoup avec leur véhicule électrique, ça se rattrape assez vite. Oui, tout à fait. Écoute, Simon-Pierre, je te remercie beaucoup pour ta participation au podcast. Puis, ça fait un plaisir. J'espère qu'on va m'inviter à nouveau encore. Ben oui, certainement. Sûrement, ça va nous faire plaisir. Puis écoute, tu as plein de collègues là, à l'association qui sont là, qui vont se relever les manches puis qui vont
donner un coup de main là, pour nous aider à relever ces beaux défis-là qui s'en viennent. Donc, laissons les ministres être nommés, les travaux repartir, puis on refera ça là, un petit peu plus tard, là, dans quelques mois, pour expliquer aux auditeurs où on en est rendu avec tout ça. Mais on peut quand même rassurer nos membres puis les auditeurs que l'association est sur le dossier puis on n'a pas l'intention de laisser tomber ça du tout. On veut s'assurer que non seulement qu'on va continuer avec ce qu'on avait déjà, mais peut-être qu'on pourrait améliorer certains trucs aussi. Puis si le nouveau gouvernement peut se taper dans le dos par la suite en se disant « Oui, on a fait un meilleur job que l'ancien gouvernement », mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Simon-Pierre Rioux, président de l'Association des véhicules électriques du Québec, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Merci à vous. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Marc-Antoine. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Ça va bien? Oui. De bonne humeur? Oui. T'as-tu eu de l'école aujourd'hui? Oui. Tu n'as-tu demain? Non. T'es content? Ouais. Ouais, c'est ça. T'aimes ça l'école quand même? Ouais. Mais la fin de semaine, c'est le fun. Ouais. Ouais, c'est cool. Écoute, il paraît que t'as une question pour moi? Oui. Vas-y. Dans ma vie, j'ai vu beaucoup de bornes. Il y avait des bornes de différentes compagnies. Est-ce qu'on doit s'abonner à toutes les compagnies pour pouvoir se charger ou juste quelques-unes? Ah ben ça, c'est une bonne question, Marc-Antoine. Puis cette question-là, elle revient souvent. En fait, vois-tu, il pourrait y avoir 5, 10, 15, 20 compagnies différentes de bornes de recharge, un peu comme il y a plusieurs bannières qui vendent de l'essence, hein, Esso, Petro-Canada, Ultramar. Dans le cas d'électricité, nous, au Québec, on est assez chanceux. Il n'y a pas beaucoup de réseaux au Québec, à tout le moins. Il y a le circuit électrique qui est le plus gros. Il y a le réseau Flow, qui est un gros réseau aussi. Puis, je te dirais que ces deux-là totalisent 95% et plus de toutes les bornes qu'il y a au Québec. Fait qu'en partant de plusieurs, on vient de tomber juste à 2. Puis, on est chanceux parce que c'est la même compagnie en arrière qui fabrique les bornes autant du circuit électrique que du réseau Flow. Fait que tu n'as pas besoin de t'abonner aux deux. Tu t'abonnes juste à une. Puis, ta carte que tu vas recevoir, elle va servir pour démarrer les recharges sur les deux réseaux. Maintenant, il n'y en a pas juste deux, il y en a un peu plus que deux des réseaux. Par exemple, il y a le réseau Heavy Duty. Eux, ça fonctionne avec un appareil une application qu'il faut installer sur notre téléphone pour la démarrer. Ça ne fonctionne pas avec des cartes. Sur le site web de l'AVEQ, dans nos guides, on a une section sur les bornes de recharge, puis on explique un peu là, comment ça fonctionne. Mais si je résume ça très simple, au Québec, soit le circuit électrique ou Flow, tu t'abonnes à un des deux, tu reçois ta carte avec ça, tu es capable de démarrer là, 90 à 95% des bornes. Tu installes peut-être les applications aussi pour Heavy Duty sur ton téléphone pour les endroits où il y a des bornes de ce réseau-là. Puis là, tu couvres pas mal toutes les bornes du Québec. C'est sûr que si tu vas ailleurs qu'au Québec, aux États-Unis, bien là, c'est d'autres compagnies. Puis là, il faut s'abonner la plupart du temps aux autres réseaux. Ou eux, dans certains cas, on peut aussi payer avec une carte de crédit. Pour certaines compagnies, là, on peut s'abonner avec carte de crédit. Moi, je conseille à ceux qui vont aux États-Unis de s'abonner à ChargePoint, qui est un réseau très connu, ou EVgo. Avec ces deux-là, là, on couvre une bonne partie, du moins, des États américains qui sont proches du Québec. Fait que, est-ce que ça répond un peu à ta question?
Oui, merci beaucoup, Martin Archambault. Ça me fait plaisir, mon jeune ami. Alors, si vous avez à la maison des jeunes curieux comme Marc-Antoine, enregistrez leurs questions avec votre téléphone. Envoyez-moi ça par courriel à martin@aveq.ca. Il nous fera plaisir de le passer dans le podcast. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Conférence Véhicules électriques 101, c'est le 17 octobre à 19h, donnée par Simon-Pierre Rioux. C'est à la bibliothèque Léo Le Cavalier, au 500 rue Saint-Laurent, à la Prairie. Les rendez-vous branchés de Masquinongé, c'est le 18 octobre de 16h à 19h à la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Mauricie, 75 avenue Saint-Laurent. Des conférences, des essais routiers, une occasion à ne pas manquer pour essayer des véhicules. Conférence, encore une fois, Véhicules électriques 101, le 20 octobre 2018 à 11h. C'est une conférence que j'aurai l'honneur de donner chez Racine Chevrolet Buick GMC au 1080 route Douglas à Saint-Jean-sur-Richelieu. Demain, Lobinière, c'est du 25 au 27 octobre 2018 au Centre multifonctionnel au 20 rue Terry Fox à Saint-Apollinaire, des conférences et des essais routiers. Il y a le Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, un gros happening les 2, 3 et 4 novembre 2018 au Centre BMO, 2730 avenue Beauparlant à Saint-Hyacinthe. Une autre conférence sur les véhicules électriques le 15 novembre encore à 19h30 par Simon-Pierre Rioux à la bibliothèque Roland-Leblanc. C'est sur la rue Savaria à Saint-Basile. Et le 22 novembre 2018, une conférence que j'aurai l'honneur de donner à la bibliothèque de Saint-Luc au 347 boulevard Saint-Luc à Saint-Jean sur le Richelieu. Alors, ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous les collaborateurs, particulièrement Simon-Pierre Rioux et Marc-Antoine pour leur participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec appréciera en être avisée. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à martin@aveq.ca, mais les questions générales qui regardent l'électromobilité ou l'association peuvent être envoyées à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule.